Chapitre 2. La scène, s'il m'est permis de vous demander de me suivre, la scène changea. Les feuilles tombaient toujours, mais à Londres et non plus à Oxbridge. Et je dois vous demander de vous représenter une chambre, comme des milliers d'autres, avec une fenêtre donnant sur d'autres fenêtres, par-dessus des chapeaux, des gens, des voitures de déménagement et des automobiles, et, sur la table de la chambre, une feuille de papier blanc sur laquelle, en grosses lettres, sont écrits ces mots. Les femmes et le roman. Rien d'autre. La suite inévitable du déjeuner et du dîner d'Oxbridge semblait malheureusement devoir être une visite à la bibliothèque du British Museum. Il me faut faire effort pour écarter tout élément personnel et accidentel de mes impressions et atteindre ainsi le fluide pur, l'huile essentielle de la vérité. Car cette visite à Oxbridge, et le déjeuner, et le dîner avaient soulevé tout un essaim de questions. Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l'eau? Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman? Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d'art? 1000 questions me venaient à l'esprit. Mais il me fallait des réponses, et non des questions. Et une réponse, je ne pouvais l'avoir qu'en consultant les doctes, les esprits non prévenus, ceux qui, s'étant mis au-dessus des polémiques et de l'agitation des corps, ont livré le résultat de leur raisonnement et de leurs recherches dans des livres qui se trouvent au British Museum. Si la vérité ne se trouve pas sur les rayons du British Museum, me demandai-je, saisissant un carnet et un crayon, où peut-elle bien se trouver? Ainsi pourvue, assurée et pleine de curiosité, je sortis à la recherche de la vérité. La journée, menaçante de pluie, était triste, et les rues, dans le voisinage du muséum, pleines de soupiraux ouverts dans lesquels on déversait les sacs de charbon. Des fiacres à 4 roues s'arrêtaient et déposaient sur le trottoir des boîtes ficelées qui, sans doute, contenaient la garde-robe complète de quelques familles suisses ou italiennes venant chercher fortune ou refuge, ou tout autre des précieux avantages offerts par les pensions de Bloomsbury en hiver. Comme à l'accoutumée, des hommes à la voix rauque se promenaient dans les rues, avec des fleurs sur des charrettes. Certains criaient, d'autres chantaient. Londres ressemblait à un atelier. Londres ressemblait à une machine. Nous étions projetés en arrière et en avant sur ses fondations nues pour y dessiner quelques motifs. Le British Museum était une section de cette usine. Les portes allaient et venaient, et je me tins sous ce vaste dôme comme si j'avais été une pensée de cet immense front chauve si magnifiquement ceint d'un bandeau de noms célèbres. Je me rendis au guichet, pris une fiche, ouvris un volume de catalogue, et les 5 points ici indiquent 5 minutes de stupéfaction, d'étonnement et d'égarement. Avez-vous quelque idée du nombre de livres consacrés aux femmes dans le courant d'une année? Avez-vous quelque idée du nombre de ces livres qui sont écrits par des hommes? Savez-vous que vous êtes peut-être de tous les animaux de la création celui dont on discute le plus? J'étais venu ici avec un carnet et un crayon, me proposant de passer une matinée à lire, supposant qu'à la fin de la matinée j'aurais transmis la vérité à mon carnet. Il me faudrait être un troupeau d'éléphants, pensais-je, et une profusion d'araignées, me reportant dans mon désespoir aux animaux qui sont réputés avoir les uns la plus longue vie et les autres le plus grand nombre d'yeux, pour affronter tout cela. Il me faudrait griffes d'acier et bec d'airain pour percer cette coquille. Comment trouverais-je jamais les graines de vérité dans cette masse de papier? Je me posais ces questions et, prise de désespoir, commençais de promener mes yeux du haut en bas de la longue liste des titres, jusqu'au nom des livres qui devinrent pour moi matière à réflexion. Il est naturel que le sexe et sa nature intéressent les médecins et les biologistes. Mais ce qui est surprenant et difficile à expliquer, c'est que le sexe, c'est-à-dire les femmes, intéresse aussi d'agréables essayistes, des romanciers aux doigts légers, des jeunes gens qui ont leur diplôme de maître S.Art, des hommes qui n'ont aucun grade universitaire, des hommes que rien ne semble qualifier en apparence, pour parler des femmes, sinon qu'ils n'en sont pas. Certains de ces livres étaient de toute évidence frivoles et plaisants, mais beaucoup, en revanche, étaient sérieux et prophétiques, édifiants et moraux. La seule lecture des titres suggérait d'innombrables maîtres d'école, d'innombrables prédicateurs gravissant leur estrade ou leur chaire et discourant avec une loquacité qui dépassait de beaucoup l'heure généralement accordée aux discours consacrés à ce sujet. C'était là un phénomène bien surprenant, et manifestement, ici je consultais la lettre H, limité au sexe masculin. Les femmes n'écrivent pas de livres sur les hommes. C'est là un fait que je ne puis m'empêcher d'accueillir avec soulagement.
Car s'il avait fallu lire d'abord tout ce que les hommes ont écrit sur les femmes, puis tout ce que les femmes ont écrit sur les hommes, l'aloès, qui fleurit une fois en 100 ans, aurait fleuri 2 fois avant que j'eusse pu mettre la main à la plume. C'est pourquoi, choisissant d'une façon parfaitement arbitraire une douzaine environ de volumes, je déposai mes fiches sur le plateau et attendis dans mon fauteuil, parmi les autres chercheurs, les huiles essentielles de la vérité. Quelle peut bien être la cause de cette curieuse inégalité ? Me demandai-je étonné, tout en dessinant des roues de charrette sur les fiches, fournies à d'autres fins par le contribuable anglais. Pourquoi donc, à en juger d'après ce catalogue, les femmes intéressent-elles les hommes tellement plus que les hommes n'intéressent les femmes ? Quelle curieuse chose ! Mon esprit s'aventura à se représenter la vie des hommes qui passent leur temps à écrire des livres sur les femmes. Sont-ils vieux ou jeunes, ces hommes ? Mariés ou célibataires ? Ont-ils le nez rouge ou sont-ils bossus ? En tout cas, il est flatteur, vaguement, de se sentir l'objet d'une telle attention, si elle ne provient pas uniquement d'estropiés et d'infirmes. Ainsi méditai-je jusqu'à l'instant où une avalanche de livres, glissant sur le bureau placé devant moi, mit fin à ces pensées frivoles. L'étudiant qui, à Oxbridge, a été formé aux recherches, a sans doute quelques méthodes pour diriger son troupeau de questions et lui faire éviter les distractions du chemin, puis l'amener à pénétrer dans la réponse comme la brebis entre dans un parc. Mon voisin, par exemple, cet étudiant qui recopiait avec zèle un manuel scientifique, extrayait de ce manuel, j'en suis sûre, toutes les 10 minutes environ, des pépites de minerais essentiels. Ces petits grognements de satisfaction en étaient la preuve certaine. Mais quand, par malheur, on n'a aucune formation universitaire, l'enquête, loin d'être menée droit vers le parc, s'éparpille de ci, de là, en désordre, tel un troupeau terrifié poursuivi par une meute de chiens. Professeurs, maîtres d'école, sociologues, prédicateurs, romanciers, essayistes, journalistes, hommes qui n'avaient d'autre titre que celui de n'être pas des femmes, donnaient la chasse à ma simple et seule question : pourquoi les femmes sont-elles pauvres ? Tant et si bien que cette question devint 50 questions. Jusqu'au moment où ces 50 questions se jetèrent frénétiquement dans le courant qui les emporta avec lui. Chaque page de mon carnet était couverte de notes griffonnées en hâte. Pour vous montrer l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, je vais vous lire quelques-unes de ces notes, en spécifiant bien qu'elles portent comme titre ces simples mots « Les femmes et la pauvreté », écrits en gros caractères. Mais ce qui les suit est quelque chose du genre de « La condition de la femme au Moyen-Âge »,« Coutumes féminines aux îles Fidji »,« Femmes adorées comme déesses »,« Faiblesse du sens moral chez les femmes », l'idéalisme des femmes. La conscience des femmes est supérieure à celle des hommes. Les femmes des îles des mers du Sud. Le charme des femmes. Offert en sacrifice aux femmes. Petit volume du cerveau féminin. Le subconscient des femmes plus grand que... Moindre développement du système pileux féminin. L'infériorité psychique, morale et physique de la femme. L'amour des enfants chez la femme. Longévité plus grande de la femme. Faiblesse musculaire de la femme. La force des affections chez la femme. La vanité de la femme. Les études supérieures chez les femmes. L'opinion de Shakespeare sur les femmes. L'opinion de Lord Birkenhead sur les femmes. L'opinion du doyen Inge sur les femmes. L'opinion de La Bruyère sur les femmes. L'opinion du Dr Johnson sur les femmes. L'opinion de Monsieur Oscar Browning sur les femmes. Ici, je repris mon souffle et ajoutai en marge, bien entendu, « Pourquoi Samuel Butler, dit-il, les sages ne disent jamais ce qu'ils pensent des femmes ?» Mais continuai-je, m'appuyant sur mon fauteuil et regardant ce vaste dôme sous lequel je n'étais qu'une simple pensée, pour le moment d'ailleurs un brin fatigué, mais ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas deux sages qui pensent de la même façon quand il s'agit des femmes. Voyons Pope. La plupart des femmes n'ont pas le moindre caractère. Et voyons La Bruyère. Les femmes sont extrêmes. Elles sont meilleures ou pires que les hommes. Opinion contradictoire émise par de sagaces observateurs qui furent contemporains l'un de l'autre. Les femmes sont-elles capables ou non de s'instruire ? Napoléon les en croyait incapables. Le docteur Johnson était d'avis contraire. Ont-elles une âme ? Ou n'en ont-elles pas ? Certains sauvages disent qu'elles n'en ont pas. D'autres, au contraire, soutiennent que les femmes sont à demi divines, ce pourquoi ils leur consacrent un culte. Certains sages soutiennent qu'elles sont superficielles,
d'autres qu'elles sont très profondément conscientes. Goethe les honorait, Mussolini les méprisait. De quelque côté qu'on se tourne, les hommes ont réfléchi sur ce que sont les femmes et les résultats de leurs réflexions s'opposent. Impossible de donner forme à tout cela, décrétai-je, jetant un regard d'envie sur mon voisin en train de faire des résumés bien nets, précédés souvent de A, de B et de C, tandis que mon carnet débordait d'un incohérent gribouillage de notes contradictoires. Ce qui était affligeant, décourageant, humiliant. La vérité avait glissé entre mes doigts, s'en était échappée jusqu'à la moindre goutte. Je ne peux vraiment pas rentrer chez moi, pensais-je, pour ajouter, comme contribution sérieuse à l'étude sur les femmes et le roman, que les femmes ont moins de poils sur le corps que les hommes, ou que les femmes des îles des mers du Sud sont pubères à 9 ans, ou à 90. Jusqu'à mon écriture qui, dans mon trouble, était devenue indéchiffrable. Quelle honte de n'avoir rien de plus important ou de plus convenable à montrer après toute une matinée de travail. Et puisque je ne pouvais saisir la vérité en ce qui concerne les F, comme j'en étais arrivé à les dénommer pour plus de brièveté, dans le passé, pourquoi me tracasser au sujet des F dans l'avenir ? C'était, semblait-il, pure perte de temps que de consulter ces messieurs, si nombreux et savants fussent-ils, qui se font une spécialité de la femme et de son influence sur n'importe quoi. Politique, enfants, salaire, moralité. Autant ne pas ouvrir leurs livres. Et tandis que je méditais, j'avais inconsciemment, dans mon indifférence, dans mon désespoir, gribouillé un dessin à l'endroit où j'aurais dû, comme mon voisin, écrire une conclusion. Je venais de dessiner un visage, une forme humaine. C'était le visage et la silhouette du professeur Von X en train d'écrire son œuvre monumentale intitulée « L'infériorité intellectuelle, morale et physique du sexe féminin ». D'après mon dessin, ce professeur n'était pas un homme fait pour plaire aux femmes. Il était corpulent, avait de fortes mâchoires. En revanche, ses yeux étaient petits, son visage très rouge. Son expression suggérait qu'il peinait sous l'emprise d'une émotion qui le forçait à écraser sa plume sur le papier, comme pour tuer quelque insecte invisible, dont la mort même d'ailleurs ne l'apaiserait pas. Il lui faudrait continuer de tuer, et même continuer de tuer ne calmerait entièrement ni sa colère ni son irritation. Était-ce la faute de sa femme ? Me demandai-je, regardant mes dessins. Était-elle amoureuse d'un officier de cavalerie ? L'officier de cavalerie était-il svelte, élégant et habillé d'astrakan ? Une belle fille s'était-elle, selon la théorie freudienne, moquée de lui quand il était dans son berceau ? Car même dans son berceau, pensais-je, le professeur n'a pu être un enfant séduisant. Quoi qu'il en soit, le professeur sur mon croquis était violemment irrité et fort laid, tandis qu'il écrivait son grand livre sur l'infériorité intellectuelle, morale et physique des femmes. Dessiner ainsi était une façon bien futile d'achever le vain travail d'une matinée. Mais n'est-ce pas quelquefois dans l'oisiveté, dans le rêve, que la vérité noyée émerge quelque peu ? Une pratique très élémentaire de la psychologie, qu'il ne faut pas décorer du nom de psychanalyse, me permit de constater que mon croquis du coléreux professeur avait été exécuté dans la colère. La colère s'était emparée de mon crayon tandis que je rêvassais. Mais qu'est-ce que la colère venait faire ici ? Intérêt, confusion, amusement, ennui, j'avais pu retrouver la trace de toutes ces émotions tandis qu'elles se succédaient en cette matinée. Le noir serpent de la colère s'était-il dissimulé au milieu d'elle ? Oui, disait le croquis. Oui, il me renvoyait sans erreur possible à un seul livre, à une seule phrase qui avait fait surgir le démon, la déclaration du professeur concernant l'infériorité intellectuelle, morale et physique des femmes. Mon cœur alors avait bondi. Mes joues s'étaient empourprées, j'étais devenue rouge de colère. Bien que cette réaction fût un peu ridicule, elle n'avait rien de particulièrement remarquable. Nul n'aime entendre dire qu'il est, de nature, inférieur à un petit homme. Je regardais l'étudiant qui était à côté de moi. Il respirait bruyamment, il portait une cravate toute faite, et il avait une barbe de 15 jours. Chacun de nous a ses petites vanités ridicules. C'est là le propre de la nature humaine, pensais-je. Et je me mis à recouvrir de roues et de cercles la figure coléreuse du professeur jusqu'à ce qu'elle ressemblât à un buisson ardent ou à une comète flamboyante, jusqu'à ce qu'elle devînt quelque chose qui ne ressemblait plus à un homme ni par l'aspect ni par l'expression. Le professeur, à présent, n'était plus qu'un fagot ardent sur Hampstead Heath. Déjà, ma propre colère se trouvait expliquée et enfuie, mais ma curiosité demeurait. Comment expliquer la colère des professeurs ? Pourquoi était-il irrité ? Car en analysant les impressions laissées par ces livres, on se trouvait toujours devant un élément passionné. Cette passion prenait plusieurs formes. Elle se manifestait dans la satire, dans le sentiment,
dans la curiosité, dans la réprobation. Mais souvent, on se trouvait encore devant un autre élément qu'il était impossible d'identifier immédiatement. Cet élément, je le nommais colère. Mais c'était une colère qui s'était faite souterraine et qui s'était mêlée à toutes sortes d'autres émotions. À en juger par ces étranges effets, il s'agissait ici d'une colère déguisée et complexe, et non d'une colère simple et franche. Quoi qu'il en soit, pensais-je, contemplant la pile étagée sur mon bureau, tous ces livres sont sans valeur pour mes fins. Ils sont sans valeur du point de vue scientifique, bien que, du point de vue humain, ils soient pleins d'enseignements, d'intérêts, d'ennuis et de détails bizarres concernant les coutumes des insulaires des Fidji. Ils ont été écrits à la lumière rouge de l'émotion, et non à la lumière blanche de la vérité. Aussi faut-il les retourner au bureau central et replacer chacun d'eux dans la cellule qu'il occupe dans cette immense ruche. Je n'avais fait qu'une seule découverte en cette matinée, celle de la colère. Les professeurs, je les mettais tous dans le même sac, étaient pleins de colère. Mais pourquoi, me demandai-je, ayant rendu les livres, pourquoi me répétais-je debout sous la colonnade parmi les pigeons et les canaux préhistoriques? Pourquoi était-il ainsi en colère? Et, me posant cette question, je partis tout en flânant à la recherche d'un endroit où déjeuner. Quelle est la nature véritable de ce que je nomme, pour le moment, leur colère? Me demandai-je. Voici une énigme que je ne pus résoudre durant tout le temps qu'il fallut pour me faire servir dans un petit restaurant quelque part à proximité du British Museum. Un client qui m'avait précédé avait laissé l'édition du midi d'un journal du soir sur une chaise, et, en attendant d'être servi, je me mis nonchalamment à en lire les titres et les sous-titres. Une bande composée de très gros caractères s'étalait sur toute la largeur de la page. Quelqu'un avait battu un record en Afrique du Sud. Des bandes de moindre importance annonçaient que Sir Austin Chamberlain était à Genève. Un hachoir à viande, auquel adhéraient des cheveux humains, avait été découvert dans une cave. Le juge X avait glosé au tribunal des divorces à propos de l'impudeur féminine. Il y avait d'autres nouvelles éparpillées dans ce journal. Une actrice de cinéma avait été descendue du haut d'un pic en Californie et était restée suspendue au-dessus du vide. Le temps allait devenir brumeux. Je pensais, le voyageur le plus pressé, celui qui visiterait avec la plus vive hâte notre planète, s'il ramassait ce journal, ne pourrait pas ne pas se rendre compte, d'après ce seul témoignage désordonné, que l'Angleterre vit sous un régime patriarcal. Tout homme pourvu de raison doit inévitablement découvrir la prédominance du professeur. C'est lui qui est le propriétaire de ce journal, qui est son rédacteur en chef et son secrétaire de rédaction. C'est lui qui est le ministre des Affaires étrangères et le juge. C'est lui qui joue au cricket, qui possède des chevaux de course et des yachts. C'est lui qui est le directeur de la compagnie qui paye 2% à ses actionnaires. C'est lui qui acquittera ou condamnera le meurtrier, le fera pendre ou le laissera partir en liberté. À l'exception du brouillard, il semble tout contrôler. Cependant, il est en colère. Et voici par quel signe j'ai appris qu'il est en colère. Quand j'ai lu ce qu'il a écrit à propos des femmes, j'ai pensé non pas à ce qu'il disait, mais à lui-même. Quand un raisonneur raisonne sans passion, il ne pense qu'à son raisonnement. Si le professeur avait écrit sans passion sur les femmes, s'il s'était servi de preuves indiscutables pour justifier son raisonnement, s'il n'avait montré aucune trace de son désir d'en voir le résultat être tel ou tel, je ne me serais pas irrité, moi. Je me serais incliné devant le fait, tout comme je m'incline devant le fait qu'un petit pois est vert et qu'un canari est jaune. Ainsi soit-il, aurais-je dit. Mais je me suis mise en colère parce que lui-même était en colère. N'est-il pas absurde pourtant, pensais-je en tournant la page du journal, qu'un homme avec tout le pouvoir qu'il a se mette en colère? Ou bien, me demandai-je avec curiosité, la colère ne serait-elle pas quelque chose comme le démon familier, le lutin qui vous suit au pouvoir? Les riches, par exemple, sont souvent en colère parce qu'ils soupçonnent les pauvres de vouloir s'emparer de leurs biens? Les professeurs, ou les patriarches, comme il serait plus juste de les appeler, peuvent se mettre en colère pour cette raison, mais aussi pour une autre raison qui s'étale avec un peu moins d'évidence à la surface des choses. Peut-être même ces professeurs n'étaient-ils pas du tout en colère. Souvent, en effet, ils étaient des hommes pleins d'admiration, dévoués, exemplaires dans les relations de la vie privée. Peut-être, lorsque le professeur insiste d'une façon par trop accentuée sur l'infériorité des femmes, s'agit-il non de leur infériorité à elles, mais de sa propre supériorité. C'est cette supériorité qu'il protège avec tant de fougue et d'énergie,
parce qu'elle lui semble un joyau d'une exceptionnelle valeur. La vie, pour les gens des deux sexes, et je les regardais se bousculer pour se frayer un passage sur le trottoir, est ardue, difficile, une lutte perpétuelle. Elle exige un courage et une force gigantesques. Et plus que toute chose, peut-être, elle exige la confiance en soi. Sans cette confiance, nous sommes semblables à des bébés dans leur berceau. Et comment pouvons-nous faire naître cette qualité impondérable et cependant si précieuse? En pensant que les autres sont inférieurs à nous. En sentant que nous avons quelque supériorité innée. La richesse, le rang social, un nez droit ou le portrait du grand-père par Romney. Car il n'est pas de limite aux pathétiques inventions de l'imagination humaine. D'où l'énorme importance pour un patriarche conquérant, ou pas tant, dans le fait de sentir que beaucoup d'êtres humains, en réalité la moitié du genre humain, lui sont, par leur nature même, inférieurs. Sans doute est-ce là une des principales sources de son autorité. Laissez-moi diriger la lumière de cette observation sur la vie réelle, pensais-je. Expliquera-t-elle certaines de ces énigmes psychologiques qu'on note en marge de la vie quotidienne? Expliquera-t-elle mon étonnement l'autre jour quand Z, le plus compatissant, le plus modeste des hommes, prenant un livre de Rebecca West et en lisant un passage, s'écria « Quelle féministe acharnée! Elle dit que les hommes sont snobs !» Cette exclamation, pour moi si surprenante, car Miss West était-elle une féministe acharnée pour avoir fait sur l'autre sexe une déclaration qui, si elle n'était pas flatteuse, n'en était peut-être pas moins vraie? Cette exclamation n'était-elle pas seulement le cri de la vanité blessée, une protestation contre l'atteinte faite à sa faculté de croire en lui-même? Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroir. Elles possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme 2 fois plus grande que nature. Sans ce pouvoir, la terre serait probablement encore marécage et jungle. Les gloires de nos guerres seraient inconnues. Nous en serions encore à graver sur des os de mouton de maladroites silhouettes de cerfs et à troquer des morceaux de silex contre des peaux de brebis ou contre quelque ornement simple qui satisferait notre goût encore vierge. Les surhommes et les doigts du destin n'auraient jamais porté de couronne, ou ne les auraient jamais perdus. Les miroirs peuvent avoir de multiples visages dans les sociétés civilisées. Ils sont en tout cas indispensables à qui veut agir avec violence ou héroïsme. C'est pourquoi Napoléon et Mussolini insistent tous deux avec tant de force sur l'infériorité des femmes. Car si elles n'étaient pas inférieures, elles cesseraient d'être des miroirs grossissants. Et voilà pourquoi les femmes sont souvent si nécessaires aux hommes. Et cela explique aussi pourquoi la critique féminine inquiète tant les hommes. Pourquoi il est impossible aux femmes de dire aux hommes que tel livre est mauvais, que tel tableau est faible, ou quoi que ce soit du même ordre, sans faire souffrir davantage et éveiller plus de colère que ne le ferait un homme dans le même cas. Si une femme, en effet, se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit. Son aptitude à la vie s'en trouve diminuée. Comment l'homme continuerait-il de dicter des sentences, de civiliser des indigènes, de faire des lois, d'écrire des livres, de se parer, de pérorer dans les banquets, s'il ne pouvait se voir pendant ces 2 repas principaux d'une taille pour le moins double de ce qu'elle est en vérité? Ainsi pensais-je, émiettant mon pain, remant mon café et, de temps à autre, regardant les gens dans la rue. L'apparition dans le miroir est de suprême importance parce que c'est elle qui recharge la vitalité, stimule le système nerveux. Supprimez-la et l'homme peut mourir, comme l'intoxiqué privé de cocaïne. C'est sous le charme de cette illusion, pensais-je, regardant par la fenêtre, que la moitié des gens sur ce trottoir courent vers leur travail. Le matin, ils mettent chapeau et habits sous ces agréables rayons. Ils savent que Miss Smith les attend pour le thé. Aussi commencent-ils leur journée confiants, réconfortés. Entrant dans la pièce, ils se disent « Je suis supérieur à la moitié des gens qui se trouvent ici ». Et c'est pour cela qu'ils parlent avec cette confiance en eux, cette assurance si lourde de répercussions sur la vie publique et qui aboutit à de si curieuses notes en marge de l'esprit individuel. Mais ces contributions à la dangereuse et séduisante question de la psychologie de l'autre sexe, j'espère que vous en poursuivrez l'enquête quand vous aurez 500 livres de rente bien à vous, furent interrompues par la nécessité de payer la note. Elle s'élevait à 5 shillings et 9 pence. Je donnai au garçon un billet de 10 shillings et il partit chercher de la monnaie. Il y avait un autre billet de 10 shillings dans ma bourse. Je le remarquai car le pouvoir qu'a ma bourse d'engendrer automatiquement des billets de 10 shillings est un fait qui me suffoque encore. J'ouvre ma bourse et les voici.
La société me donne poulet et café, lit et couvert, en échange d'un certain nombre de morceaux de papier, que me laissa ma tante pour la seule raison que je portais le même nom qu'elle. Il faut que je vous dise que ma tante, Marie Bétonne, mourut à Bombay d'une chute de cheval, au moment où elle partait pour une petite promenade. La nouvelle de cet héritage me parvint le soir même, et presque à l'instant même où passait la loi qui donnait le droit de vote aux femmes. Une lettre du notaire tomba dans ma boîte aux lettres, et quand je l'ouvris, elle m'apprit que ma tante m'avait laissé, ma vie durant, 500 livres de rente par an. De ces deux choses, le vote et l'argent, je l'avoue, me sembla de beaucoup la plus importante. Auparavant, je gagnais ma vie en mendiant d'étranges travaux aux journaux, en faisant ici un reportage sur une exposition de Baudet, là un reportage sur un mariage. Je touchais quelques livres en écrivant des adresses, en faisant la lecture à des vieilles dames, en fabriquant des fleurs artificielles, en enseignant l'alphabet aux petits-enfants dans un jardin d'enfants. Telles étaient les principales occupations réservées aux femmes avant 1918. Je n'ai pas besoin, je le crains, de décrire par le menu la dureté de ces travaux, car vous connaissez peut-être des femmes qui les pratiquèrent, ni de vous parler de la difficulté de vivre avec les sommes ainsi gagnées, car il se peut que vous l'ayez expérimenté vous-même. Je veux vous parler de ce que ces jours ont laissé en moi, de ce sentiment pire que le poison, de la peur et de l'amertume qu'ils ont fait naître en moi. Et tout d'abord, ce travail que l'on fait comme un esclave, en flattant ou en s'abaissant par des flatteries, parfois peut-être inutiles, mais qui semble nécessaire parce que les enjeux sont par trop importants pour qu'on risque quoi que ce soit. Puis la pensée de ce don unique qui pouvait mourir d'être ainsi dissimulé, de ce petit don, si cher à qui le possède, qui pouvait périr et avec lui, mon être, mon âme. Tout cela était devenu comme une lèpre qui tuait la fleur du printemps et détruisait l'arbre en son cœur même. Quoi qu'il en soit, comme je viens de le dire, ma tante mourut, et chaque fois que je change un billet de 10 shillings, un peu de cette lèpre disparaît. La peur et l'amertume s'en vont. Vraiment, pensai-je, glissant la pièce dans ma bourse et me souvenant de l'amertume des jours passés, quel changement un revenu fixe peut opérer dans un caractère. Aucune puissance de ce monde ne peut m'enlever mes 500 livres. Nourriture, maison et vêtements, je les possède à jamais. C'est pourquoi il n'est plus question, non seulement d'effort et de peine, mais aussi de haine et d'amertume. Je n'ai plus besoin de haïr qui que ce soit, car personne ne peut me blesser. Je n'ai plus besoin de flatter qui que ce soit, personne ne peut plus rien me donner. Aussi, me suis-je trouvé adopter peu à peu une attitude nouvelle à l'égard de l'autre moitié de l'espèce humaine. Il est absurde de blâmer une classe ou un sexe en leur totalité. Les grands groupes humains ne sont jamais responsables de ce qu'ils font. Ils sont menés par des instincts dont ils ne sont pas maîtres. Eux aussi, les patriarches, les professeurs, eurent d'interminables difficultés, furent aux prises avec de terribles obstacles. Leur formation, à certains points de vue, a été aussi mauvaise que la mienne. Elle a fait naître en eux d'aussi graves défauts. Il est vrai qu'ils possédaient argent et pouvoir, mais, en revanche, il leur fallut abriter en leur sein un aigle, un vautour qui, à jamais, leur déchire le foie, leur arrache les poumons, l'instinct de la possession, la rage de l'acquisition qui pousse à toujours désirer les terres et les biens d'autrui, à fabriquer des frontières et des drapeaux, des cuirassés et des gaz asphyxiants, à sacrifier leur vie et celle de leurs enfants. Passer sous l'Admiralty Arch, j'avais atteint ce lieu, ou marcher dans telle avenue livrée aux trophées et aux canons, et réfléchissez au genre de gloire qu'on y célèbre. Regardez, à la clarté du soleil printanier, l'agent de change ou le grand avocat entrer dans une maison afin de gagner de l'argent, et encore de l'argent, toujours de l'argent, alors que 500 livres par an vous permettent de vivre à la clarté du jour. Ce sont là instincts qu'il est peu plaisant de porter en soi, pensais-je. Ils sont nés de certaines conditions de vie, de l'absence de civilisation, me dis-je, en regardant la statue du duc de Cambridge, et en particulier les plumes de son bicorne, avec une attention qu'elle n'avait guère dû connaître jusque-là. Et tandis que je prenais conscience de toutes ces difficultés, ma peur et mon amertume se transformèrent peu à peu en pitié et indulgence. Puis, en l'espace d'1 ou 2 années, la pitié et l'indulgence disparurent, et je connus cette délivrance majeure qu'est la liberté de penser aux choses en elles-mêmes. Ce bâtiment, par exemple, est-ce que je l'aime ou non? Ce tableau est-il beau ou non?
Ce livre est-il, à mon avis, bon ou mauvais? En vérité, l'héritage de ma tante m'a révélé le ciel et a substitué à la grande et imposante silhouette d'un monsieur que Milton a recommandé à mon adoration perpétuelle, celle du vaste ciel. Tout en méditant, j'arrivai chez moi, dans ma maison près du fleuve. Les lampes étaient allumées, et Londres avait, depuis le matin, subi une modification difficile à décrire. Un peu comme si cette grande machine, après avoir peiné tout le jour, était parvenue à créer, grâce à notre aide, quelques mètres de quelque chose de très beau. Un édifice de feu étincelant de ses yeux rouges. Un monstre fauve qui lancerait des rugissements de sa chaude haleine. Le vent lui-même semblait s'élancer comme un drapeau, tandis qu'il fouettait les maisons et faisait cliqueter les clôtures. Dans ma petite rue, cependant, la vie quotidienne l'emportait. Le peintre en bâtiment descendait de son échelle, la bonne d'enfant roulait avec précaution sa voiture pour rentrer prendre le thé, le livreur de charbon pliait ses sacs les uns sur les autres, la femme qui tient la boutique de fruiterie comptait de ses mains gantées de mitaines rouges les gains de la journée. Mais j'étais à ce point préoccupé du problème dont vous aviez chargé mes épaules que je ne pouvais voir même ce spectacle habituel sans le rapporter à mon sujet. Je pensais combien il était plus difficile aujourd'hui qu'il y a un siècle de dire laquelle de ces occupations est la plus élevée, la plus nécessaire. Vaut-il mieux être porteur de charbon ou bonne d'enfants? La femme de ménage qui a élevé 8 enfants a-t-elle moins d'importance que l'avocat qui a gagné une centaine de livres? Il est vain de poser de telles questions car nul ne peut leur donner de réponse. Non seulement la valeur comparée d'une femme de ménage et d'un avocat monte et descend d'une décennie à l'autre, mais encore n'avons-nous pas d'étalons pour les mesurer tels qu'ils sont en ce moment. J'avais été ridicule de demander à mon professeur de me donner dans sa thèse misogyne des preuves irréfutables de ceci ou de cela. Même s'il était possible de déterminer la valeur d'une capacité humaine à un moment précis, cette valeur serait sujette à variation. Dans un siècle, elle aura peut-être changé du tout au tout. Au surplus, pensais-je, parvenu devant ma maison, les femmes, dans 100 ans, auront cessé d'être un sexe protégé. Logiquement, elles participeront à toutes les activités, à tous les emplois qui leur étaient refusés autrefois. La bonne d'enfant portera le charbon. La vendeuse conduira une machine. Toutes les hypothèses fondées sur des faits observés quand les femmes étaient un sexe protégé auront disparu. Par exemple, ici, une escouade de soldats défila dans la rue. Celle que femmes, prêtres et jardiniers vivent plus longtemps que les autres humains. Enlevez toute protection aux femmes, exposez-les aux mêmes efforts, aux mêmes activités que les hommes. Faites-en des soldats, des marins et des mécaniciennes et des docteurs. Et les femmes ne mourront-elles pas si vite et si jeunes qu'on dira « J'ai vu une femme aujourd'hui ». Comme on disait autrefois « J'ai vu un avion ». Tout pourra arriver quand être une femme ne voudra plus dire exercer une fonction protégée, pensai-je, ouvrant ma porte. Mais quel rapport tout ceci a-t-il avec le sujet de mon étude, les femmes et le roman? Me demandai-je en rentrant chez moi.